Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au premier cours. Alors, c'est le cours SCO 3003, Finance 1, le coût du capital. Donc, une petite note à propos des exercices. Si vous êtes en présentiel, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Ça s'applique pour vous. Si vous êtes à distance, vous avez un fichier d'exo à distance. C'est juste les fichiers, les exos à distance qui vont compter. Mais pour ceux qui sont en présentiel, je vous donne un point pour arriver à l'heure. Normalement, on avait une question aussi à répondre. Un point pour rester jusqu'à la toute fin. Pour ceux qui sont en présentiel et à distance, vous avez un minimum de 5 points qui sont les exercices en fin de cours. Si on est à distance, vous me les remettez à l'intérieur de 24 heures. Si on est en présentiel, vous les remettez à la fin du cours et on fait les solutions à la fin du cours. Et un minimum de 2 points pendant le cours. On ne peut pas faire ça à distance. Et je vous donne un point si jamais dans n'importe quel document permanent, vous trouvez une faute d'orthographe ou une coquille n'importe où dans un document permanent. Donc, la raison pourquoi je vous fais faire beaucoup d'exercices, c'est que si jamais vous faites aucun exercice, rendu le quatrième cours, il va être trop tard, il y a trop de matière, vous allez être complètement perdu. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le premier cours construit le deuxième. Alors, le premier cours, on regarde comment convertir un taux d'intérêt annuel à mensuel, à trimestriel, à hebdomadaire, à semestriel. Donc, quel est le taux d'intérêt pour une période? Au prochain cours, on va regarder c'est quoi les rentes. Alors, pensez qu'on a un paiement périodique à chaque mois. Alors, comme une hypothèque, tu fais un paiement périodique à chaque mois. Tu as besoin de savoir le taux d'intérêt et le montant du prêt et la durée du prêt. Le cours 3, on va poser une question de genre que après 5 ans que tu as payé ton hypothèque, une hypothèque de 25 ans, il te reste combien à payer? Alors, c'est le solde du prêt. Donc, si tu n'as pas fait le cours 2, tu ne peux pas faire le cours 3. Et le cours 4, on va regarder les actions privilégiées et les obligations. Et donc, si vous ne savez pas comment convertir un taux d'intérêt, je veux dire, une obligation, c'est une série de paiements aux 6 mois avec un paiement final à la toute fin de 1 000 $. Donc, chacun des 4 premiers cours, ils suivent. Et si vous commencez votre étude au cours 4, vous allez être complètement débordé. Alors, la raison pourquoi je vous fais faire des exercices, c'est tout simplement pour pas que vous soyez perdu. Donc, une petite note sur la démarche. Tout ce qui est en noir, vous l'avez déjà. Tout ce qui est en rouge, c'est les réponses aux questions. Quand vous voyez quelque chose qui est en bleu, ça, c'est plus quelque chose qui est en présentiel. Les étudiants en présentiel, on a un cliqueur, on répond avec une petite télécommande des questions faites en classe et ça compte pour les points d'exo, pour les exos. Et tout ce qui va être en mauve, c'est comment utiliser votre calculatrice financière. Encore une fois, vous avez besoin de 5 boutons. Il y a aussi un autre bouton, le bouton cash flow. Lui, on va s'en servir plus en finance 2. Mais sur Moodle, je vous ai mis dans la section ressources de comment utiliser le bouton cash flow de vos calculatrices pour les Sharp et pour la BA2+. Donc, un petit survol des 3 premiers cours. Un exemple. On emprunte 400 000 pour acheter une maison au taux d'intérêt de 6 par année. Les paiements sont faits à la fin de chaque mois. Donc, on a des paiements mensuels, mais on a un taux d'intérêt annuel. Alors, chaque mois pendant 25 ans, il va y avoir 300 paiements mensuels. Après le premier cours, vous devrez être capable de répondre à cette question-là. Quel est le taux d'intérêt mensuel? Après le cours 2, vous devrez être capable, quel est le paiement mensuel? Donc, on a le taux d'intérêt pour un mois. Quel est le paiement qu'on va devoir faire à chaque mois pour rembourser 400 000 sur 25 ans? Et le cours 3, quel est le solde du prêt après 5 ans? Quel est le montant de l'intérêt payé avec le 60e paiement? Quel est le montant du principal du prêt remboursé avec le 60e paiement? C'est le genre de question. Et je vous dis que cette question-là, c'est quasiment garanti qu'il revient à chacun de mes examens, sous une forme ou d'une autre. Alors, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un prêt est renégocié à chaque 5 ans, donc à un nouveau taux d'intérêt. Donc, on doit calculer premièrement le solde avec l'ancien taux d'intérêt et de calculer le nouveau paiement avec le nouveau taux d'intérêt par la suite. Et donc, après le cours d'aujourd'hui, on est capable de faire le cours 1. Mais la question 1. Donc, si vous n'êtes pas capable de convertir un taux d'intérêt, la semaine prochaine, quand on fait les rentes, vous allez pas il va y avoir beaucoup de maths que vous allez être complètement perdu. Et c'est pour ça,
une recommandation que j'ai beaucoup d'étudiants qui font ça. Ils écoutent la capsule vidéo qui existe déjà avant le cours. Ils prennent toutes leurs notes, ils viennent au cours, viennent juste écouter pour saisir là où est-ce qu'ils ont des trous dans leur connaissance ou peut-être même poser une question. OK, après le cours d'aujourd'hui, sachez que la question 1, 6% par année, c'est pas 5% par mois, c'est pas 6 divisé par 12. Ça va être 0,4868. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? On va l'apprendre au cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, notre hypothèque de 400 000 on va le rembourser avec des paiements de 2 538,48. On a besoin du taux d'intérêt, qui d'ailleurs va être le bouton taux d'intérêt dans votre calculatrice. Ça, c'est le taux d'intérêt pendant une période. Et au prochain cours, on va calculer le paiement mensuel. Le paiement mensuel, ça va être le bouton paiement. En passant, le bouton N, c'est le nombre de paiements. Alors ici, ce serait 300. Et le bouton Present Value, c'est la valeur au temps zéro du prêt qui est de 400 000. Donc, on est capable de calculer le paiement 2538. Et au cours 3, on va calculer après 5 ans, on a fait 20 des paiements, mais on n'a pas remboursé 20 du prêt. 20 de 40 000, on dirait, j'ai remboursé 80 000 du 400 000. Non, on a juste remboursé un peu plus que 41 000, quasiment, c'est ça, un peu plus que 41 000 du prêt après 5 ans. Et la raison, c'est que au début, le solde du prêt est tellement élevé, on paye plus en intérêt. Et à la fin du prêt, le solde est tellement bas, on paye tellement peu en intérêt. Donc, nos premiers paiements sont beaucoup d'intérêt. Les derniers paiements, c'est plus du remboursement du principal. Alors, le remboursement du 400 000, c'est le principal. OK, alors, qu'est-ce qu'on fait en finance? Alors, il y a une règle générale de tout actif dans une entreprise. Alors, l'objectif principal, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Alors, si tu es le boss ou le dirigeant, le CEO, le président, un manager d'une sous-section d'une entreprise, un chef de direction, l'objectif principal de tout gestionnaire est de maximiser la valeur des actionnaires. J'ajouterais même de maximiser la valeur des actionnaires à long terme. Et moi, je suis une de ces personnes-là. Je me fiche du prochain quart fiscal. C'est le prochain quart de siècle qui m'intéresse. Et on a vu avec Enron, PG&E, Lucent, Tyco, toutes ces compagnies-là, que les boss manipulaient le prix de l'action pour avoir des gains à court terme, mais à long terme, l'entreprise était insolvable, était en faillite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça en achetant des actifs pour investir dans des projets. Le cours Finance 1, c'est le taux d'intérêt du projet ou le rendement du projet. Et le cours Finance 2, ce cours 5003, quelle est la valeur d'un projet. Tout le cours Finance 2, c'est quelle est la valeur du projet. Donc, je signe un bail pour ouvrir un dépanneur sur un coin de route. J'achète 20 000 en actifs, j'achète 50 000 en inventaire. Quelle est la valeur de mon entreprise? Alors, je vais avoir des projections et je vais calculer la valeur actuelle de tous les profits qui vont être effectués. Je vais comparer ça avec l'investissement. Alors, c'est des investissements à court et à long terme. Alors, un inventaire, c'est plutôt court terme. Mais la caisse enregistreuse, toutes les étagères, c'est des investissements à long terme. Et je pourrais même acheter la bâtisse. Alors, un bail, ça pourrait être vu comme moyen terme. Alors, c'est généralement un bail corporatif, c'est 5 ans. Donc, alors, on peut acheter des actifs corporels, physiques, tangibles, comme notre inventaire, la bâtisse, les étagères, les équipements, property, plant and equipment, alors toutes les immobilisations corporelles. Et ça peut être des actifs incorporels, comme des brevets, des logos, des copyrights, des marques de commerce, ça peut être des licences. Alors, c'est des actifs incorporels. Alors, quand tu ouvres un Tim Hortons, le fait que tu utilises Tim Hortons, c'est que tu as acheté une licence pour avoir le droit de t'appeler un Tim Hortons. Sinon, tu n'es pas capable. En passant, il y a plusieurs choses de Mickey Mouse qui viennent juste de perdre leur trademark. Alors, tu peux utiliser Mickey Mouse comme tu veux maintenant parce qu'il n'est plus protégé par un logo. C'est ce qu'on appelle dans le public domain. Mais c'est ça. Si tu voulais faire un film avec ta vedette, c'est Mickey Mouse, tu as le droit de le faire maintenant, même si ça appartenait à Walt Disney pendant 100 ans. Alors, c'est ça. Alors, la marque de commerce est expirée. Alors, comment est-ce qu'on finance les projets? Au cours 4, on va regarder les 3 sources de financement. Mais il y a vraiment 2 sources de financement, des capitaux propres ou des fonds propres, des actions, ou de la dette, des passifs. Donc, nous, on va regarder de la dette, ça va être des obligations corporatives
et on va utiliser les 5 boutons pour une obligation corporative, même des bons du trésor, c'est de la dette. Une action ordinaire, la plupart des titres qui sont cotés à la bourse, c'est des actions ordinaires. Des actions privilégiées, c'est plus l'exception. Vous allez voir ça dans d'autres cours comme 2240 ou 3240. La raison, c'est qu'en finance, nous, on va avoir tendance à regarder des grosses entreprises. Alors, quand moi, je parle de compagnie, je vais parler de Walmart, je vais parler de Intel, je vais parler de Microsoft, je vais parler de grosses compagnies qui sont cotées en bourse. Et la plupart de ces compagnies-là n'ont pas des preferred shares, des actions privilégiées. Un preferred share, imaginez, moi, mon père, il était pharmacien, puis il y avait un moment où est-ce qu'on se disait que j'étais pour acheter sa pharmacie. Maintenant, j'ai pas d'argent pour acheter sa pharmacie, puis je suis pas devenu pharmacien non plus, alors je pouvais pas le faire. Mais si j'étais devenu pharmacien, j'aurais pu acheter sa pharmacie. Et comment qu'on aurait fait ça? C'est que j'aurais créé une compagnie et j'aurais émis des preferred shares à mon père qui valaient peut-être la valeur de la pharmacie, on disait peut-être 5 millions. Et moi, je prends possession de l'entreprise et lui, je lui paye un dividende privilégié pendant plusieurs années. Et quand j'ai assez de cash pour rembourser le, le preferred share, je rembourserai mon père et je rachèterai les actions. Alors, des preferred shares, c'est une bonne façon pour transmettre de la richesse d'une génération à l'autre. Mais nous, on va regarder ça, mais c'est plutôt l'exception que la règle. En finance, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Scotiabank. Scotiabank, en 2009, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait la crise financière. Et le titre de Scotiabank avait chuté de 50. Au même moment où est-ce que Scotiabank avait un prêt de 10 milliards qui devenait dû. Alors, des obligations corporatives sont normalement émises par des grosses institutions, mais il y avait personne qui voulait prêter 10 milliards à une banque. Et elle ne pouvait pas émettre des actions parce que le prix du titre avait chuté de 50. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont émis 10 milliards en preferred shares, en actions privilégiées, avec une clause de remboursement après 10 ans et à payer le même taux d'intérêt que l'obligation corporative payait. Alors, généralement, des grosses compagnies ne vont pas rembourser leurs dettes. Si j'ai 10 milliards pendant 25 ans, je vais payer les intérêts sur 25 ans. Et par la suite, après 25 ans, j'emprunte un autre 10 milliards ailleurs pour rembourser l'ancien 10 milliards. Alors, en 2009, Scotiabank ne pouvait pas faire ça. Donc, ils ont emprunté, ils ont émis 10 milliards de preferred, ils ont remboursé leur dette de 10 milliards, et en 2019, ils ont émis une deuxième fois 10 milliards de dettes au taux d'intérêt du marché et ils ont racheté les actions privilégiées. Alors, c'est très rare de voir ça dans des grosses institutions qui valent des milliards de dollars d'avoir des preferred shares, mais ça existe de temps en temps. Et là, on va voir en finance 2 quand on minimise nos coûts de financement, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur toutes nos sources de financement, sur la dette, sur le rendement attendu des actionnaires privilégiés ou ordinaires, quand on minimise le coût de la dette, on maximise la valeur de la firme. Et des fois, s'endetter, ça augmente la valeur de la firme si on n'est pas trop endetté. Mais ça, on va le voir plus en finance 2. Alors, c'est un échange entre prendre plus de risques, veut dire plus de rendement, mais trop de risques veut peut-être dire moins de rendement. Et en finance 2, on va aussi parler de la politique de dividendes. Alors, si tu as des bons projets, tu ne vas pas verser des dividendes, tu ne vas pas prendre tes profits, tu vas verser des dividendes. Tu vas les réinvestir dans la compagnie dans des super bons projets. Pensez à Apple en 2000, iPod, iPhone, iTunes, iPad, tous des bons projets. Et donc, elle ne voulait pas payer des dividendes. Mais en 2010, Apple avait plus de profits qu'elle avait de projets. Et en 2014, les actionnaires ont été un peu écœurés. Ils disaient, écoute, c'est le temps de nous payer un dividende. Et à partir de 2014, Apple a commencé à verser des dividendes parce qu'elle n'avait pas assez de projets dans lesquels investir. Donc, c'est un choix entre réinvestir dans la compagnie et rembourser ses actionnaires. Mais si tu réinvestis dans la compagnie, tu vas faire monter le prix de l'action, en théorie, et les actionnaires vont être compensés de cette façon-là. Ou bedon, si tu payes un dividende, ils vont recevoir le dividende en cash. Oui, OK. Donc, alors, encore une fois, le but de tout gestionnaire est de maximiser la valeur des actionnaires. Et une bonne façon de faire ça, c'est de faire augmenter le prix de l'action, mais de le faire, je dirais, de plutôt à long terme et de ne pas faire comme Enron, de le faire à court terme. À long terme, Enron n'existe plus. OK, donc, on veut parler de risque versus rendement. Alors, on a
R, c'est général. La lettre R, ça va généralement être pour rendement, rendement sur un investissement. Mais tu peux échanger le R pour I aussi. I, taux d'intérêt ou rendement sont interchangeables. Alors, généralement, on paye des intérêts sur un passif et on a des rendements sur un actif. Mais le passif pour l'individu, c'est l'actif pour la banque. Alors, quand la banque te prête de l'argent, eux, ils font un rendement. Toi, tu payes des intérêts. Donc, I et R sont interchangeables. Alors, on va parler de 4 taux d'intérêt. RF, en anglais, c'est Risk-Free Rate of Return. Alors, vous allez voir tous mes acronymes, tout le langage que j'ai utilisé, c'est le langage américain. Donc, si vous avez un livre anglais, tous les termes, vous allez les revoir. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est que tous les profs en français ont tendance à traduire les termes. Alors, c'est pas uniforme. Quand c'est uniforme, j'utilise le terme, mais c'est très rare. Donc, je vais utiliser tous les termes américains. Alors, RF, c'est Risk-Free Rate of Return. C'est le rendement des bons du Trésor. C'est le taux d'inflation. C'est le rendement des obligations gouvernementales à court terme. RF. On va revisiter ça un peu plus tard, mais quand on parle de la dette, alors si tu empruntes à la banque ou si tu émets des obligations corporatives, tu vas avoir un rendement sur la dette. Alors, D pour dette en anglais. RPS, rendement des preferred shares. Vous allez souvent m'entendre parler en langage américain parce que le langage capitaliste, c'est vraiment un langage américain. Il y a très peu de pilotes qui parlent juste le français. Et la même chose en finance, il y a très peu de financiers qui ne parlent pas l'anglais. Donc, preferred shares, le rendement des preferred shares. Mais si, à un examen, vous mettez le rendement des actions préférentielles, il n'y a aucun problème. Là. Vous n'allez pas être pénalisé. Et CS, c'est pour common shares, le rendement des common shares. Maintenant, en cas de liquidation de l'entreprise, les premiers qui se font payer, c'est les créanciers à court terme. Par la suite, alors, c'est tous les passifs. Alors, le rendement de la dette est généralement moins élevé que le rendement des actions ordinaires parce qu'il y a un peu moins de risques. Il y a un ordre en cas de liquidation. Les preferred shares sont payés après tous les passifs. Donc, eux, ils ont peut-être. Alors, quand on parle de la dette, généralement, c'est aux alentours de 6. Quand on parle des preferred shares, c'est entre 6 et 10. Et tout l'argent qui reste, alors si on a beaucoup de profits, tous les créanciers sont payés, tous les actionnaires privilégiés sont payés. Généralement, eux, ils ont un dividende qui est connu d'avance. Tout ce qui reste par la suite, on appelle ça le bénéfice résiduel et ça appartient aux actions ordinaires, les common shares. Donc, quand ça va super bien pour la compagnie, les créanciers sont payés, les preferred sont payés et ça va super bien pour les common. Quand on est en récession, ça va bien, ça va très bien pour les créanciers, très bien pour les preferred, mais ça va moins bien pour les common. Alors, vu qu'on prend plus de risques pour les common, on s'attend à avoir un rendement plus élevé. Donc, historiquement, la bourse en général, quand tu regardes toute la bourse en général, historiquement, c'est aux alentours de 10 par année. Mais à court terme, ça peut baisser, ça peut monter, ça peut rester flat. Mais si tu es investi à long terme à la bourse, attends-toi à faire du 10. Et moi, de 2005 jusqu'à l'été 2024, j'étais j'étais aux alentours de 110 investi à la bourse. Pourquoi? Il y avait tellement beaucoup d'opportunités. Mais depuis 6 mois, alors actuellement, on est en janvier 2025, j'ai comme liquidé la plus grande partie de mon portefeuille. J'ai 90 de mon cash en ce moment qui est en cash. J'ai juste 25 000 qui est investi à la bourse actuellement. J'ai 290 000 qui est en cash, qui traîne dans un compte de banque parce qu'il y a très peu d'opportunités. En ce moment, en janvier 2025, je pense que la bourse, elle est surélevée, mais à long terme, c'est un portefeuille diversifié. On va regarder les portefeuilles diversifiés au cours 6. Tu devrais faire un rendement annuel de 10. Mais ça, c'est toute la bourse en général va te faire du 10. Un titre individuel, comme, je ne sais pas, peut-être Nvidia, je veux dire, Nvidia pourrait peut-être faire du 25 mais Nvidia, c'est un titre qui est extrêmement surévalué en ce moment. Nvidia, Tesla, ces titres-là sont ridiculement surévalués en ce moment. Il se pourrait que ces titres-là vont chuter de 25-50. N'oubliez pas, Amazon, en 1997, elle avait fait la même chose que Nvidia fait aujourd'hui. Puis par la suite, en 1999, Amazon avait perdu 95 de sa valeur. Le prix de l'action avait chuté de 95. Le même Amazon, qui est une valeur sûre aujourd'hui, a déjà, pendant une année, perdu 95 de sa valeur. Donc,
La bourse en général va te faire du 10 et dépendant du risque d'une entreprise, tu devrais faire aux alentours de 10. On va voir au cours 4 et au cours 5 que certains titres vont faire plus que 10 et certains titres vont faire moins que 10 ben, c'est les attentes des actionnaires. Comme Walmart et McDonald's, vu que c'est plus une valeur sûre, on s'attend à faire moins que 10 mais Nvidia ou une ligne de croisière, vu que c'est moins certain, on s'attend à faire plus que du 10 pour être compensé pour le risque. Et le taux d'inflation, quand on parle du taux d'inflation, on va parler du taux d'inflation à long terme. On va dire généralement 3 Alors, en 2022-2023, on avait beaucoup d'inflation, mais si on regarde sur une longue période, généralement, le taux d'inflation est aux alentours de 3 OK, alors plus de risques, plus de rendement. Taux d'inflation aux alentours de 3 obligations corporatives, dépendant de l'entreprise, généralement en moyenne c'est 6 un preferred shares en moyenne, on s'attend à du 8 et la bourse en général, on s'attend à du 10, mais ça dépend du titre. Alors, Carnival Cruise Lines, on s'attendrait à du 15 mais McDonald's, on serait prêt à accepter du 8 OK. Un autre terme qu'on va regarder, c'est aversion au risque. Aversion au risque ne veut pas dire qu'on évite le risque. C'est un comportement psychologique vis-à-vis le risque. Moi, ça fait 25 ans que je suis investi à la bourse. Alors, je suis prêt à prendre certains risques que vous, probablement, vous n'allez pas prendre. Alors, si je vous disais que vous pouvez acheter un titre, mais il y a 50 de chances que tu perdes 10 la prochaine année. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne voudraient pas toucher à ça. Pourquoi? Vous êtes plus averse au risque que moi. Moi, à long terme, je le sais qu'un portefeuille diversifié va faire du 10 à long terme. En ce moment, je ne suis pas si confiant que ça. Alors, moi, je suis moins averse au risque que la plupart des personnes. L'inverse, quelqu'un qui serait encore moins averse au risque que moi, c'est un gambler. Un gambler, c'est lui qui s'en va au casino, c'est lui qui achète Bitcoin. Alors, il n'y a aucune connaissance dans l'investissement, il n'y a aucun investissement là-dedans. Et c'est juste que, tu sais, il est en train de jouer au casino. Mais par contre, cette personne-là, il découle un plaisir par avoir pris un risque, le thrill d'avoir parié. Nous, on va parler d'investissement. Alors, on va parler souvent de portefeuilles plates, diversifiés. Moi, je vais parler de Walmart, Target, Costco, ces compagnies-là. Au cours 8 et au cours 9, on va analyser les états financiers de Walmart, Costco et Target. Je veux dire des compagnies plates, mais des investissements à long terme qui pourraient te faire environ du 10 Regardons maintenant deux projets. J'ai le projet A qui coûte 100 000 aujourd'hui au temps T est égal à zéro. Projet B coûte 100 000 aujourd'hui au temps T est égal à zéro. Le projet A va valoir 200 000 dans une année avec probabilité 100 Le projet B, par contre, tu pourrais perdre ton 100 000 avec probabilité 50 mais tu pourrais faire, et ton 100 millions, 100 000 pourrait devenir 1 million dans une année avec probabilité 50 Quand je suis en salle de cours, on a une petite télécommande, puis je demande aux étudiants, qu'est-ce que vous préférez, A ou B? Mais je pose tout le temps cette question-ci. Si vous prenez le projet B et que vous échouez, comment est-ce que vous allez financer le 100 000 que vous avez perdu? Parce que tout le monde dit, ah, je vais prendre le projet B, ben c'est le fun. Mais quand c'est du vrai cash, notre comportement change beaucoup quand on réalise qu'on pourrait perdre 100 000 Le projet A, la plupart des personnes qui sont averses au risque vont prendre le projet A. Même moi, je prendrais le projet A. Pourquoi? Je ne suis pas prêt à perdre 100 000 même si j'ai une chance sur deux de faire 1 million. Mais par contre, la plupart des corporations, ils ont des centaines de projets. Et sur les 100 projets, il y en a 50 qui vont perdre toute leur valeur et il y en a 50 qui vont valoir 1 million. Alors, si tu as 100 projets, tu as 10 millions qui est investi, tu en as 100 qui vont valoir 1 million, tu en as 100 qui vont valoir zéro. Alors, ton 10 millions qui est investi vaut 100 millions dans une année. Mais ce n'est pas tous les projets qui ont eu du succès. Il y a certains projets qui ont tout simplement échoué. Mais si tu as juste une fois à investir, puis ta richesse totale aujourd'hui, c'est 100 000 c'est sûr que tu prends le projet A. Et regardons ça. La valeur du projet A dans une année, ici, on va assumer que le taux d'intérêt est de zéro. J'ai investi 100 000 au temps T est égal à zéro. J'ai 200 000 à la fin de l'année. Alors, j'ai fait 100 000. La valeur du projet est de 100 000. Le projet B, j'ai investi 100 000 aujourd'hui. J'ai 50 de chance qu'il vaut zéro, d'avoir zéro dans un an, et j'ai 50 de chance d'avoir 1 million dans un an. Donc,
En moyenne, mon projet va créer 400 000 de profit, mais j'ai une chance sur deux de perdre 100 000 et j'ai une chance sur deux de faire 900 000. En moyenne, je vais faire 400 000. Un investisseur qui est plus averse au risque, ça veut dire qu'il a besoin d'avoir plus de rendement pour être capable de prendre le risque, il va prendre le projet A. Mais quelqu'un qui est moins averse au risque, comme même moi, je prendrais le projet A et je suis moins averse au risque que la plupart des gens, mais je prendrais le projet A. Mais une entreprise qui a beaucoup de projets similaires au projet B va tout le temps prendre le projet B. Parce qu'en moyenne, chaque projet crée 400 000 de valeur versus le projet A, que chaque projet crée en moyenne 100 000 de valeur. Donc, si tu as beaucoup de projets, je veux dire, ce n'est pas tous les projets qui vont avoir du succès. Ben, pour une entreprise, on va préférer les projets B. Même si elle a juste un projet à investir, elle prendrait le projet B. Pourquoi? Le but de l'entreprise, c'est de maximiser la valeur des actionnaires à long terme. Donc, décision financière. Alors, encore une fois, le but de tout gestionnaire, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Donc, la valeur des actions et tous les dividendes versés, et, je veux dire, la valeur à long terme de l'entreprise. Donc, on va investir dans des projets qui va maximiser la valeur des actionnaires, les common shares, à long terme. Donc, n'oubliez pas, pour une entreprise, premièrement, on paye nos fournisseurs, on paye nos employés, on paye les coûts fixes, le loyer, le chauffage, l'électricité. Qu'est-ce qui reste? Ben, on va payer l'intérêt sur la banque. Qu'est-ce qui reste? Ça va être notre bénéfice imposable. On va payer nos taxes. Et ça, c'est le bénéfice net de l'entreprise. On a deux types d'actionnaires. Si on a des preferred shares, il y a un dividende privilégié qui est normalement fixe. Alors, on va payer ça à eux. Et tout ce qui reste va aux actionnaires ordinaires. Maintenant, maximiser le bénéfice net des actionnaires ordinaires, c'est pas nécessairement la même chose que maximiser la valeur des actionnaires. On va faire ça avec un exemple. Donc, j'ai une entreprise qui aujourd'hui est financée par 1 million d'actions ordinaires au prix de 20 $. Donc, l'entreprise, la valeur au livre de l'entreprise, c'est 20 millions. Les ventes annuelles, 5 millions. Alors, en anglais, c'est sales ou revenue. Alors, les produits, les ventes annuelles, c'est les produits en français. Les coûts variables. Alors, les coûts des marchandises vendues et le salaire des employés, c'est 2 millions par année. La compagnie n'a aucun coût fixe, juste pour se simplifier la tâche. Et la compagnie paye un tiers de son bénéfice imposable, de ses profits, en impôts. La compagnie n'a aucune dette et aucune charge de dépréciation. Je vais mettre ça par amortissement. En fin de compte, et on va assumer que le cours bénéfice. Alors, le cours bénéfice, c'est une mesure qui va être vue au cours 8. Alors, c'est le prix de l'action divisé par les profits annuels. Et c'est une mesure de la richesse d'un titre. Alors, plus que ce titre-là est bas, plus que ce ratio y est bas, plus que tu as une aubaine, plus qu'il est élevé, plus que moins que tu as une aubaine. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, pour vous donner un exemple, alors un très bon site, si vous êtes intéressé par la finance, le site que moi j'adore utiliser, c'est Yahoo Finance. Alors, je suis capable de même simuler un portefeuille artificiel avec Yahoo Finance. Alors, il y a finance.yahoo.com et vous pouvez regarder toutes vos compagnies. Alors, si je regarde un site comme Tesla, alors j'ai le graphe de Tesla sur les 5 dernières années, mais j'ai le prix, une action de Tesla aujourd'hui coûte 403 $. Une action de Tesla fait des profits de 3,65 $ par année. Donc, une action de Tesla coûte actuellement 110 années de profit. C'est pour ça que moi, je dis souvent que Tesla et Nvidia, c'est des titres qui sont surévalués. Mais si je prends un titre qui est peut-être sous-évalué, c'est le titre Ford. Le titre de Ford a mangé la claque ces dernières années. Alors, le titre de Ford qui a déjà été à 25 $ est à 10 $ aujourd'hui. L'action est à 10 $ et elle fait des profits de 88 sous. Donc, pour acheter une action de Ford, tu dois juste payer 11 $ de profit pour acheter une action. Le cours bénéfice, on va le regarder au cours 8. Pour le cours d'aujourd'hui, on va tout simplement assumer qui est fixe. C'est une de nos hypothèses. Alors, on va le faire avec l'exemple. Donc, on va assumer que le cours bénéfice demeure constant et ça va être une question d'examen final et non de l'examen intra. Donc, le projet A.
au coût de 20 millions de dollars financés par des actions émises à 20 dollars. Alors, 1 million d'actions à 20 dollars. Donc, un projet de 20 millions de dollars va être financé entièrement par des actions. On va avoir 3 millions de ventes additionnelles et on va avoir 1 500 000 de coûts variables additionnels. Le projet B, les 1 million d'actions qui existent actuellement, on va emprunter 10 millions de dollars et on va racheter la moitié des actions à 20 dollars en empruntant à du 6 10 millions de dollars. Lequel des deux va faire maximiser la valeur des actionnaires? Lequel des deux va faire maximiser les profits de l'entreprise? Donc, si on regarde, au tout début, on a une entreprise qui a des ventes de 5 millions. En anglais, le langage S, ça veut dire sales ou revenues. En français, ce serait les ventes ou les produits de vente. Et on disait que l'entreprise avait 2 millions en coûts variables, les coûts des marchandises vendues et tous les salaires des employés pour faire la vente. On avait dit que les coûts fixes étaient nuls. Ça, c'est tout simplement pour garder ça simple. Alors, le terme que vous allez apprendre pour la première fois aujourd'hui, c'est EBITDA. Et la raison pourquoi j'utilise EBITDA, c'est parce qu'en français, il n'y a pas vraiment un terme qui est commun. Le profit brut, profit d'exploitation, revenu d'exploitation. J'ai déjà vu RAAI, revenu avant intérêt, impôt, amortissement et amortissement. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu BAAAA, bénéfice avant intérêt, BAIIA, bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. Nous, on va utiliser EBITDA. C'est tout le temps les ventes, moins les coûts variables, moins les coûts fixes. Alors, les produits, moins les charges opérationnelles. Par la suite, on va commencer à enlever. Alors, ça, c'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et maintenant, on va tout simplement commencer à enlever des lettres. On va enlever le D et le A. Depreciation and Amortization, l'amortissement. Toutes les pertes de valeur, tous les crédits, alors toutes les charges non-cash. En anglais, on va dire depreciation ou dépréciation, si vous voulez, mais c'est amortissement en français. Et on a enlevé le D et le A. Qu'est-ce qui nous reste? C'est EBIT. Donc, ici, on disait qu'il y avait une charge d'amortissement qui était nulle. On va regarder ça plus en finance 2. EBIT, c'est le bénéfice avant intérêt et impôt, ou le résultat avant intérêt et impôt en français. Earnings before interest and taxes. Donc, c'est 3 millions moins la charge d'amortissement, 3 millions. Par la suite, on va enlever le I. On va payer la banque. I, c'est pour intérêt. Interest en anglais. Donc, la charge d'intérêt, on dit qu'il n'y a pas de dette, donc elle ne paye pas d'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est EBT, Earnings Before Taxes. Qu'est-ce qu'on va enlever maintenant? Le T, les taxes. Donc, on dit que la compagnie paye un tiers de ses rendements en impôts. Donc, un tiers de 3 millions, c'est 1 million de dollars. Et qu'est-ce qui reste en anglais? On dit earnings ou bedon, net income. Alors, c'est le bénéfice net ou le résultat net en français. Maintenant, si je prends le bénéfice net de l'entreprise totale et je divise par le nombre d'actions, ça va me donner le earnings per share ou le bénéfice net par action ordinaire. On avait dit que la compagnie avait 1 million d'actions en circulation. Les 1 million d'actions vont faire 2 millions de profits. Donc, le earnings per share, le bénéfice par action ordinaire, est de 2 dollars. Et si on revient avec Yahoo Finance, c'était le earnings per share qui était ici, comment qui était calculé. C'était tous les profits de l'entreprise pour Ford divisé par le nombre d'actions de Ford. Maintenant, c'est pas toutes les compagnies n'ont pas le même nombre d'actions, donc on calcule. La prochaine étape, c'est de calculer le cours bénéfice. Une action de l'entreprise coûte 20 dollars. Chaque action fait 2 dollars de profit. Et donc, le cours bénéfice, c'est le prix de l'action divisé par le profit par action. Et ça nous donne le cours bénéfice, price to earnings en anglais, qui est de 10. On va revisiter ça au cours 8, le cours bénéfice. Aujourd'hui, on va juste assumer qu'il reste constant. Donc, je répète, des ventes de 5 millions, sales, des coûts variables de 2 millions, variable cost, des coûts fixes de 0, et donc on a un profit brut, EBITDA, de 3 millions. Aucune charge d'amortissement, bénéfice avant intérêt et impôt de 3 millions. Aucune dette, donc aucun intérêt, donc bénéfice imposable de 3 millions, un tiers en taxes, 1 million, bénéfice net de 2 millions. Réparti sur 1 million actions ordinaires et donc 2 dollars par action. Une action coûte actuellement 20 dollars, donc je dois acheter, pour acheter une action, je dois payer 10 années de profit pour l'acheter.
Alors, le cours-bénéfice, 10 années de profit actuel. Bien sûr, les profits peuvent changer. Et généralement, au cours 8, on va assumer qu'il y a de la croissance attendue dans les profits futurs. Mais ça, c'est le cours 8. Maintenant, on avait un premier projet qui coûtait 20 millions, qui ajoutait des ventes. On disait que les ventes additionnelles suite au projet A, ben, 3 millions de ventes additionnelles. Et donc, si on choisit le projet A, on va avoir 8 millions en ventes annuelles. On disait qu'on a des coûts fixes additionnels de 1,5 million. 2 millions plus 1,5 nous donne 3,5. Les coûts fixes, on garde ça à nul. On garde ça nul juste pour simplifier la tâche. Et donc, le profit opérationnel, EBITDA, 4,5 millions. Dépréciation, amortissement, on ne dit rien, on garde ça à zéro. Bénéfice avant intérêt et impôts à 4 500 000. Par contre, on finance ça entièrement par des common shares et donc on n'a aucune charge d'intérêt. Donc, encore une fois, on a zéro d'intérêt, qui nous donne un bénéfice imposable de 4 500 000 et on paye un tiers de nos bénéfices sous forme d'impôt. Donc, un tiers de 4 500 000, c'est 1,5 million. Et donc, notre bénéfice net passe de 2 millions à 3 millions. Alors, en théorie, on penserait que les actionnaires devraient être heureux. Par contre, on a émis 1 million actions pour financer ce projet. 1 million actions à 20 $ pour financer le projet. Donc, on passe de 1 million actions ordinaires à 2 millions actions ordinaires. Et je peux vous dire qu'en finance, quand une compagnie elle émet des actions, les actionnaires et le marché n'aiment pas ça. Quand on rachète des actions, on adore ça. C'est quasiment comme payer un dividende avec aucune taxe. Donc, on a 2 millions d'actions en circulation. Les 2 millions d'actions font 3 millions de profit. Donc, chaque action ordinaire fait maintenant un profit de 1,50 et non 2 $. Et on avait dit que le cours-bénéfice, par hypothèse, il va rester fixe à 10 $. Donc, si le cours-bénéfice, le price to earnings, est de 10 $ et les earnings est de 1,50, le prix de l'action, c'est 10 années de profit, ben, ça voudrait dire que le prix de l'action devrait chuter à 15 $. Donc, les actionnaires n'aimeraient pas ce projet-là. Ça n'ajoute pas de la valeur pour les actionnaires. C'est un projet qui devrait être rejeté. Regardons cependant qu'est-ce qui arrive si on emprunte 10 millions de dollars pour racheter la moitié des actions en circulation. Donc, le projet B, on rachetait des actions. Alors, on avait 5 millions de ventes. Si le projet, on fait juste racheter des actions, donc c'est au niveau opérationnel, il n'y a rien qui change. Donc, on a 5 millions de ventes, on a toujours 2 millions de coûts variables, zéro de coûts fixes, et donc un bénéfice opérationnel de 3 millions. Et de là, de 3 millions. Par contre, est-ce qu'on a une charge de dépréciation et amortissement? Non, encore une fois, lui, il ne reste pas inchangé. Par contre, cependant, on a emprunté 10 millions de dollars à du 6 pour financer le projet B. Et donc, 6 de 10 millions, c'est 600 000 par année en intérêt. Les 6 premiers cours, on va regarder tous les cas de l'intérêt possibles qui sont pertinents en finance et en comptabilité. Et donc, maintenant, on a une charge d'intérêt. Pourquoi? On est endetté. Maintenant, on est en train d'emprunter à du 6 %. Généralement, la banque demande un taux de rendement inférieur au rendement que les actionnaires s'attendent. Donc, à racheter des actions, ça va généralement créer de la valeur pour les actionnaires jusqu'à un seuil. Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'on ne peut pas faire banqueroute si on n'a aucune dette. Donc, quand on emprunte de l'argent, il y a un risque d'insolvabilité qui vient jouer en ligne de compte. Et historiquement, actuellement, la plupart des compagnies cotées en bourse sont 2 tiers dette, 1 tiers capitaux propres. C'est leur structure capitale de financement. L'exception à ces règles-là, c'est les grosses compagnies tech comme Meta, Facebook, Apple, Microsoft, Google. Je veux dire, ils n'ont jamais fait un appel à de la dette, donc c'est 100% des capitaux propres, mais c'est l'exception, pas la règle. Walmart, Costco, Target, McDonald's sont 2 tiers dette, 1 tiers capitaux propres. Donc, bénéfice imposable tombe de 3 millions à 2,4 et on paye un tiers de 2,4 en profit parce que l'intérêt, c'est une charge déductible d'impôt. Donc, on paye un tiers de nos profits en taxes. Donc, notre bénéfice net, il part de 2 millions à 1,6, une baisse de 20 %. En théorie, on devrait se dire, ben, j'aime pas vraiment ça, les profits ont baissé. Ouais, mais c'est parce que tu payes plus, tu as plus de charges d'intérêt, mais tu as moins d'actionnaires maintenant.
tu as racheté la moitié des actions. Au lieu d'avoir 1 million d'actions en circulation, tu en as 500 000. Donc, le 1,6 million, il est réparti sur les 500 000 actions qui restent en circulation. Et donc, en conséquence, chaque action fait un profit de 3,20. Et c'est pour ça que généralement, la bourse, elle récompense les compagnies qui rachètent des actions. Et si on assume que le cours-bénéfice demeure toujours constant à 10, ça veut dire qu'on paye 10 années de profit pour acheter une action, mais 10 années de profit à 3,20, ça voudrait dire que le prix de l'action devrait grimper à 32 $. Alors, on crée de la valeur par nos actionnaires, malgré le fait que le bénéfice net a baissé de 20 %. Le bénéfice net il a baissé de 20 %, mais le nombre d'actions en circulation a baissé de 50 %. Et probablement que les actionnaires demandent un rendement beaucoup plus élevé. Ben, je veux dire, tu peux voir, les actionnaires ici s'attendent à faire 2 $ de profit sur 20 $ d'investissement. Donc, ils s'attendent à faire du 10 %. Alors, si tu rachètes une source de financement à du 10 % en empruntant à du 6 %, le surplus va rester aux actionnaires existants. La différence entre 6 et 10 % il est partagé parmi les actionnaires qui restent. Et c'est pour ça que généralement, un rachat est bien perçu par le marché. Donc, si on est gestionnaire de l'entreprise, le but d'un gestionnaire est de maximiser la valeur des actionnaires. Et donc, on voudrait faire, une bonne façon de le faire, c'est de maximiser le prix de l'action. Maintenant, encore une fois, je veux dire maximiser le prix de l'action à long terme parce que Enron, je veux dire, on maximisait, on faisait augmenter le prix de l'action, mais on a tué l'entreprise en conséquence. Et la raison, c'est que le bonus des dirigeants était, on va voir ça au cours 7, c'était des calls, alors des options d'achat, et ça dépendait du prix de l'action. Donc, si l'action était super élevée, eux recevaient des bonus énormes. Mais ici, le projet A, on fait baisser le prix de l'action. Le projet B, on fait augmenter le prix de l'action. Donc, on aurait tendance à... c'est clair qu'on va préférer le projet B. On ne devrait même pas prendre le projet A parce qu'on détruit de la valeur aux actionnaires. Donc, le projet B serait très bien vu par les actionnaires. OK, donc, comment est-ce qu'une équipe, comment est-ce qu'une entreprise elle est gérée? Alors, des entreprises qui sont cotées à la bourse. Si je prends une des entreprises que j'ai parlé de tantôt, si je regarde Ford, alors actuellement, la valeur marchande de toutes les actions de Ford, c'est 40 billions de dollars et chaque action vaut 10 $. Donc, il y a 4 milliards d'actions en circulation pour Ford. Les 4 milliards actionnaires, c'est les actionnaires qui vont décider de comment est-ce que Ford est géré. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est une élection. À chaque 4 années, nous, les actionnaires, on reçoit une lettre de Ford et on remplit ça soit en ligne, avant on le faisait papier. Moi, honnêtement, j'ai jamais rempli ça. Alors, j'étais tout le temps passif. Mais si tu veux être un peu plus impliqué, tu peux élire. Alors, il y a des membres qui se présentent pour être élus et tu votes comme n'importe quelle élection et tu votes pour 7, 9 ou 11 candidats parmi les 30. Généralement, les gens ont tendance à voter pour ceux qui étaient déjà là, à moins qu'ils n'aiment pas les dirigeants, alors ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est très rare qu'il y ait des gens sur le conseil d'administration qui vont bouger. Une action, un vote. Et aussi, les gros actionnaires ont tendance à se placer eux-mêmes sur le conseil d'administration. Et je veux dire, si tu es le boss puis tu possèdes 90 % de l'entreprise, ben, c'est toi qui compte. Mais il y a très peu de compagnies, même Facebook et Nvidia, je veux dire, et Tesla, je veux dire, Zuckerberg, Huang et Musk, je veux dire, je pense qu'ils possèdent aux alentours de 10 % de leur entreprise. Donc, ils ont quand même besoin de passer à l'élection. Mais le conseil d'administration, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir, ils vont embaucher tous les dirigeants de l'entreprise. Donc, le président de l'entreprise, en anglais, c'est Chief Executive Officer, vice-président finance, Chief Financial Officer, euh, le vice-président de l'investissement, Chief Investment Officer, le vice-président des opérations, Chief of Operations, le VP ressources humaines, toutes les VP, ça, c'est les dirigeants, sont embauchés par le conseil d'administration. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? On appelle ça la C-suite, à cause du C, la C-suite. Eux, ils vont trouver des projets, ils vont proposer ça au conseil d'administration, puis c'est le conseil d'administration qui vont l'approuver ou non. Et tous ces dirigeants-là, eux,
Ils vont acheter les actifs tangibles et intangibles, les actifs financiers, vont embaucher les gens. Alors, tous les actifs nécessaires pour gérer l'opération. Alors, le président de l'entreprise de Ford, ben, c'est le vice-président en finance. Eux, c'est eux qui vont gérer l'entreprise au jour le jour. Et eux, leur job, le conseil d'administration, c'est de s'assurer que tous les dirigeants font leur job. Ils se rencontrent une fois par année, une fois par mois. Maintenant, c'est plus en ligne qu'en présentiel, mais ils se rencontrent une fois par mois, puis ils évaluent tous les problèmes et tout ce qui peut se produire à l'entreprise. OK, maintenant, pour le restant du cours, on va parler de qu'est-ce qui est l'intérêt. L'intérêt, quand tu t'empruntes de l'argent, l'intérêt, c'est comme un loyer sur l'argent. Alors, moi, ici, je suis dans un appartement. J'ai pris possession de l'appartement au premier du mois, de l'année. J'ai un bail de 12 mois. Et pendant 12 mois, je vais payer un loyer en début de mois. Généralement, les intérêts sont payés en fin de mois, mais c'est un loyer sur l'argent. Alors ici, moi, j'ai pris possession de l'appartement, je paye mon loyer et à la toute fin, je remets l'appartement. Mais c'est la même chose pour l'argent. Tu empruntes de l'argent, tu payes un loyer sur l'argent et à la toute fin, tu remets l'argent. Ou tu même fais des paiements périodiques de l'argent qui a été emprunté, comme une hypothèque. Alors, la terminologie qu'on va utiliser. Alors, c'est tous les boutons qui sont ici. Alors, la terminologie qu'on va utiliser. Alors, la valeur au temps zéro, c'est le principal, c'est le montant du prêt. C'est present value dans votre calculatrice, la valeur présente du prêt. I, ça va tout le temps être taux d'intérêt. I et R peuvent être interchangeables. Alors, quand tu empruntes à la banque, tu payes des intérêts, mais pour la banque, c'est un rendement sur un prêt. T, ça va être le temps, mais nous, on va souvent compter le nombre de périodes. Alors, le bouton N, c'est le nombre de paiements périodiques et le I par I sur Y ou pourcentage I, c'est ton taux d'intérêt pour une période. Le gros I, ça va être le montant des intérêts payés pendant la période. Et la valeur au temps T, ben, c'est la valeur du prêt à la toute fin ou à la valeur, le solde du prêt à la toute fin. Donc, alors, on va faire un exemple dans une seconde. Alors, une chose qui est très importante, c'est que jusqu'à présent, dans vos cours 22-40, 32-40, vous avez peut-être remarqué que j'ai remarqué une chose, c'est que vous regardez les intérêts, mais vous utilisez une formule simplificatrice. Alors, supposons qu'on est le 1er février et on veut savoir, et on a un prêt qui est payable dans 12 mois. En fin d'année, quand vous faites vos calculs de régularisation, vous avez payé, il y a 11 mois de l'année, le prêt est sur 12 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde l'intérêt qui est crédité. On va prendre l'intérêt total et on va multiplier par 11 douzièmes. Ça, c'est une simplification. On ne le fait pas dans le cours Finance 1. On va regarder les intérêts qui sont composés. Donc, on prend le prêt actuel et on l'actualise 11 mois. Alors, c'est une formule exponentielle et non une formule linéaire. Vous allez voir avec des exemples. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un bon exemple de ça. Supposons que j'ai 1000 dollars qui est placé à du 10 Dans un an, je vais avoir 1000 dollars plus 10 je vais avoir 100 dollars d'intérêt. J'ai 1100 dollars. Mais l'affaire, c'est que la deuxième année, je n'ai pas 1000 dollars qui est placé. J'ai 1100 dollars qui est placé à du 10 Donc, je vais faire des intérêts sur 1100 dollars. Je vais faire des intérêts sur le 1000 dollars initial, le principal, et je vais faire des intérêts sur le 100 dollars d'intérêt crédité au temps t est égal à 1. Et donc, on appelle ça l'intérêt composé. Et Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches au monde, appelle l'intérêt composé la huitième merveille du monde. Alors, moi, je dis tout le temps, c'est les deux mots les plus beaux dans le langage capitaliste, intérêt composé. Si tu fais un placement, tu vas faire des rendements et dans le futur, tu vas faire des rendements sur ton placement initial plus tous les rendements actualisés jusqu'à ce moment-là. Compound interest en anglais. Donc, les intérêts sont accumulés sur, sur le solde du prêt ou du placement en début de période. Donc, au début de la période, on regarde c'est quoi le solde et pour la période suivante, on va créditer des intérêts sur ce montant. Mais à la fin de la période, on a un nouveau solde et à partir de ce moment-là, la période suivante, les intérêts vont être crédités sur ce nouveau solde. Donc, les intérêts sur des intérêts. Compound interest. Alors, c'est une fonction exponentielle et non linéaire. Donc, au temps t est égal à 0, on va faire un certain montant emprunté.
Au temps 1, dans une période, on va dire pour le moment, une période, c'est une année. Je vais faire, alors au temps 0, j'ai emprunté un certain montant. Dans une période, je vais devoir le montant plus l'intérêt sur le montant en début de période. Donc, j'ai la valeur initiale plus un pourcentage de la valeur initiale. Et donc, c'est tout simplement la valeur initiale fois 1 plus i. Alors, j'ai 1 plus i si je factorise le V0 de l'équation. Et maintenant, au temps 1, le solde de mon prêt, c'est la valeur au temps 0 fois 1 plus i. Alors, si j'ai 1 000 $ au temps 0 à du 10 je vais devoir le 1 000 $ à la fin de l'année, plus 10 de 1 000 $, 100 $. Je vais devoir 1 000 fois 1,1, donc 1 100 $. Au temps 2, par contre, les intérêts qui vont être crédités sur le solde en début d'année. Et le début de l'année, c'est le solde au temps 1. Donc, le solde au temps 2, c'est la valeur en début d'année, le V1, plus un intérêt payé sur le solde en début d'année. Donc, ce n'est plus le 1 000 $ au temps 0, c'est le 1 100 $ au temps 1. Et donc, si je factorise le V1 de l'équation, la valeur au temps 2, c'est la valeur au temps 1 fois 1 plus i. Et la valeur au temps 1, c'est la valeur au temps 0 fois 1 plus i. Et donc, ça devient la valeur au temps 0 fois 1 plus i fois 1 plus i. Ou ben donc, la valeur au temps 0 fois 1 plus i au carré. Alors, si vous regardez la feuille de formule, vous l'avez ici. Cette feuille de formule, vous allez la voir à l'examen. Voici la première équation qu'on voit. Alors, toutes les formules qui sont ici, on va les voir sous une forme ou l'autre. Aujourd'hui, on va regarder les 4 premiers. Alors, c'est les 4 premiers qu'on va voir. D'ailleurs, non, lui, on va le voir au prochain cours. Alors, on va voir le premier, le troisième et le quatrième au cours d'aujourd'hui. Donc, si j'ai 1 000 $ placés à du 10 dans une période, j'aurais 1 100 $. Et la deuxième période, j'aurais 110 $ d'intérêt. J'ai 100 $ la première période, mais j'ai 110 $ la deuxième période. Regardons avec un exemple. Si on continue, la valeur au temps 3, c'est la valeur au temps 2 fois i fois la valeur au temps 2. Donc, c'est la valeur au temps 2 fois 1 plus i. La valeur au temps 2, on vient juste de le calculer, c'est la valeur au temps 0 fois 1 plus i au carré, fois le 1 plus i. Et donc, la valeur au temps 3, c'est la valeur initiale fois 1 plus i au cube. Et la formule que, de façon générale, la valeur au temps t, ça va tout simplement être la valeur initiale au temps 0, actualisée avec t périodes d'intérêt. Ici, c'est une fonction qui est exponentielle et non linéaire. On ne va pas regarder ce qu'on appelle l'intérêt simple en finance. Vous l'avez vu en 2240 et en 3240, peut-être en 2001 aussi, justement pour les effets de les comptes de régularisation en fin d'année. Nous, on va tout le temps utiliser la même valeur. Et cette formule fonctionne même si c'est des fractions d'années. Alors, des fractions d'années, on ne va pas faire 11 douzièmes, on va faire tout simplement la puissance 11 douzièmes. On va voir ça en temps et lieu. Donc, un exemple. J'ai 1 000 $ empruntés à du 10 pendant 3 ans. Au temps 0, la valeur au temps 0, c'est 1 000 $. Donc, au temps 1, j'ai 1 000 $ placés à du 10 Je vais devoir repayer après un an le 1 000 $ plus 10 de 1 000 $, donc 100 $ d'intérêt. Donc, le solde du prêt, après un an, c'est 1 100 $. Et donc, l'intérêt qui est crédité pendant la période, c'est le solde du prêt en fin d'année, moins le solde du prêt en début d'année. En fin d'année, on doit 1 100. En début, on doit 1000. Et donc, c'est 100 $ d'intérêt qui est crédité pendant la période. Le grand I, ça veut dire intérêt crédité. Petit i, c'est 10 Au temps t est égal à 2 maintenant, j'ai 1 100 $ qui est placé à du 10 Donc, la deuxième année, j'ai 1 100 $ qui est placé à du 10 et donc, le solde du prêt va être de 1 210 après 2 ans. Le montant des intérêts qui sont crédités après 2 périodes. Alors, au temps 0, j'avais 1 000 $, au temps 2, j'ai 1 210. J'ai 210 $ d'intérêts crédités après 2 ans. Après, j'ai 100 $ pour la première année, j'ai 110 $ pour la deuxième année. En tout, j'ai 210 $ d'intérêt qui est crédité. Au temps t est égal à 3. J'avais 1 000 $, 1 210 au début de l'année, donc qui est crédité à du 10 donc j'ai 1 331 après 3 ans.
Le montant total des intérêts après 3 ans, c'est 331. J'avais 1000 au temps zéro, 1331 après 3 ans. Et donc, j'ai 331 d'intérêts crédités. Pour la troisième année seulement, alors en 3 ans, j'ai 331, j'en ai 100 pour la première année, j'en ai 110 pour la deuxième année, et donc j'ai 121 $ qui est crédité pour la troisième année. Le 121 $, c'est 10% du solde en début d'année. Et c'est ça qu'on va faire au courant de la session. On va calculer quel est le montant de l'intérêt qui est crédité sur un prêt ou quel est le rendement qui est crédité sur un placement. OK, j'ai un placement, un autre exemple. J'ai un placement de 1000 $ à 6% pendant 5 ans. Quelle est la valeur accumulée du placement après 5 ans? Quels sont les intérêts qui sont crédités pendant la 5e année? Alors, quel est le montant de l'intérêt qui va être crédité juste pour entre la période 4 et la période 5? Donc, la valeur du prêt ou la valeur du placement après 5 ans, ben, j'ai 1000 $ placés à du 6%. Alors, 1000 $ fois 1 plus I à la T. 1000 $ fois 1 plus I, 1 plus 6% à la puissance 5 années. Après 5 ans, la valeur du placement devrait être de 1338,23. Maintenant, quand vous voyez du mauve, sachez qu'on peut utiliser notre calculatrice financière. Donc, première chose que vous devez faire, c'est que assurez-vous qu'il n'y a rien qui est placé dans vos clés mémoire. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pèse tout le temps 0 et je pèse tous les boutons. Maintenant, j'ai mis 0 dans tous les boutons. Vous pouvez faire Clear All, mais il y a certaines calculatrices que quand vous faites Clear All, ça ne claire pas les boutons de les registres. Moi, je pèse tout le temps 0 et je pèse tous mes boutons par la suite. Là, ils sont tous clairés à 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5. J'ai 5 années. Alors, j'ai 5 périodes. N, c'est le nombre de périodes. 5 périodes. Et vous voyez que ça me dit que le nombre de périodes, c'est 5. La valeur du prêt au temps zéro, c'est la present value du prêt, la valeur présente. Donc, je vais mettre 1000 et je vais peser present value. 1000 present value. Alors, present value est égal à 1000 et I est égal à 6. Très important, le taux d'intérêt est exprimé sous forme de pourcentage. Mettez pas 0,06, ça va vous donner une erreur. 6%. Alors, vous faites 6 I pour taux d'intérêt. En haut à gauche, pour ma calculatrice, j'ai un bouton Compute. Pour la Sharp, les deux calculatrices Sharp, vous avez un bouton Compute quelque part. Alors, vous allez faire maintenant Compute Future Value et ça devrait vous donner la réponse qui est de 1338. Attends, vous voyez, j'ai fait une coquille, j'ai quelque chose qui est rentré dans une calculatrice quelque part. Attends, 5, 6%, present value est égal à 1000, paiement, 0, compute, future value. Pourquoi que ça me fait ça? J'ai une erreur. Second function, clear work. 5 périodes, 6%, 1000 $, compute, future value. Hey, je vais sortir mon autre calculatrice. Je vais sortir ma calculatrice que moi j'utilise. Alors, même, j'ai une autre calculatrice, c'est la calculatrice des actuaires qui est similaire à la BA2+. 1000 present value, 6 c'est le taux d'intérêt, N est égal à 5, compute future value. C'est ça, 1338 et 55 et 23. Et 23,55. Donc, compute future value. Maintenant, il se peut que votre calculatrice, vous avez une réponse qui est en négatif. OK? Ça, c'est une interprétation de votre calculatrice. Alors, souvenez-vous que le négatif qui est là, ça veut dire que si aujourd'hui, je place 1000 $ ou j'emprunte 1000 $, je reçois 1000 $, c'est de l'argent qui rentre dans mes poches, c'est positif. Ça va vouloir dire que je vais devoir repayer 1338, c'est de l'argent qui sort de mes poches, c'est négatif. Soyez certain que plus tard, on va revisiter cette astuce de votre calculatrice. Donc, le négatif veut dire que si je reçois 1000 $ au temps zéro, je dois payer 1338 au temps t est égal à 23. Alors, le négatif qui serait devant la future value. Donc, la valeur au temps t est égal à 4. Je peux la rentrer directement. 1000 fois 1 plus i à la puissance 4 va me donner 1262,48. Ou ben donc, je peux tout simplement mettre 4 dans N. Tous les autres registres sont déjà là et je fais maintenant compute future value.
et ça va me donner la réponse qui est de 1262,48. 1262,48. Et donc, le montant des intérêts qui sont crédités pendant la 5e année, ben, c'est le solde du prêt au temps 4. Je vais comparer ça avec le solde du prêt au temps 5. La différence entre les deux, c'est les intérêts crédités pendant la 5e année. Ou ben donc, je peux calculer, si je veux aussi calculer quel est le solde du prêt, une autre façon de le faire, ben, je regarde le solde du prêt. Au début de l'année, je dois 1262,48. Je multiplie ça par 6 c'est les intérêts qui vont être crédités pendant l'année suivante. Vous allez remarquer au courant de la session qu'il y a toujours plusieurs façons d'arriver à la réponse. Donc, à l'examen, j'ai tout le temps une réponse crackpot de temps en temps, où est-ce que les étudiants ont fait un chemin bâtard pour arriver à la bonne réponse, mais ils ont bel et bien la bonne réponse. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous n'avez pas la même démarche que moi. Il y a tout le temps plusieurs façons d'arriver à la réponse. OK, donc, à quel taux d'intérêt composé un capital va doubler en 10 ans? Alors, ça veut dire que si j'ai 1 $ aujourd'hui, j'ai 2 $ dans 10 ans. Comment est-ce que je peux faire ça? Bien, je peux mettre 1 dans present value, je peux mettre 2 dans future value. J'ai 10 années, alors je vais mettre 10 dans N et je peux faire compute taux d'intérêt et ça va me calculer la valeur. Si vous faites ça, la plupart de vos calculatrices vont vous donner un message d'erreur. Parce que n'oubliez pas, la calculatrice pense que si c'est un chiffre qui est positif, c'est de l'argent que vous recevez. Et quand c'est négatif, c'est de l'argent que vous devez payer. Cette calculatrice-là, la calculatrice des actuaires, n'a pas cette caprice-là. Donc, vous rentrez 1 dans present value parce que vous recevez 1 $ aujourd'hui, mais vous devez payer 2 $ dans 10 ans. Vous mettez moins 2 dans future value. Et vous faites compute E qui vous donne votre taux d'intérêt. Donc, un placement au temps 10, ben, c'est égal au placement au temps 0 fois 1 plus I à la puissance 10. Et donc, on dit que le placement au temps 10, c'est 2 fois la valeur du placement au temps 0. Ou ben donc, 1 plus I à la puissance 10 est égal à 2. Donc, si vous êtes familier avec les logarithmes, vous pouvez faire ça. Ou ben donc, vous pouvez utiliser les registres de votre calculatrice. Donc, vous mettez N est égal à 10, present value est égal à 1, future value est égal à 2, ou bedon, moins 2, dépendant de la calculatrice. Compute taux d'intérêt. Si vous avez un message d'erreur, c'est parce que vous avez oublié de mettre le négatif pour un des deux chiffres. Et ça vous donne un taux d'intérêt qui est égal à 7,177 Je n'enseigne plus les logarithmes pour ce cours parce que pour 90 de vous, ça vous fait paniquer pour rien. Donc, vous pouvez le faire avec des logarithmes, mais si vous voulez savoir comment les faire avec les logarithmes, venez me voir. On va faire ça entre 1 à 1. Ben oui, j'ai tout le temps un ou deux étudiants qui préfèrent les logarithmes, c'est rare. Donc, 7,177 $, va valoir 2 $ dans 10 ans. 1 000 $ va valoir 2 000 $ dans 10 ans. 1 million va valoir 2 millions dans 10 ans. Maintenant, il se peut que votre calculatrice arrondisse à la deuxième décimale. Pour certaines calculatrices, je pense que la BA2+, elle a ce problème-là. C'est que si vous faites 2 divisé par 3 sur votre calculatrice, ça va arrondir immédiatement à la deuxième décimale. En fin de compte, ça va tronquer à la deuxième décimale. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Allumez votre calculatrice et il y a un bouton Format, format en bas. Vous voulez garder autant de décimales que possible. Donc, vous faites second function, le point qui est format, et vous allez avoir DEC qui est le nombre de décimales que vous voulez. Mettez 9, Enter. Et maintenant, votre calculatrice va arrondir à la 9e décimale qui est amplement de décimales. Si maintenant vous faites 2 divisé par 3, vous devrez avoir 0,66666 et arrondi à la 9e décimale. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, un examen, ça peut vraiment vous tuer à un examen. L'histoire que j'aime donner pour ça, c'est que moi, quand j'ai fait un examen d'actuariat, j'avais dans ma calculatrice, il y a un mode début de période, et tous les paiements étaient en début de période pendant tout mon examen. Et dans les choix de réponse de l'examen d'actuariat, c'était une erreur qui était commune. Donc, j'avais répondu à toutes les questions de bonne, mais j'avais la mauvaise réponse parce que ma calculatrice était dans la mauvaise mode. Ça va être la même chose à un examen. Donc,
assurez-vous que vous êtes capable de convertir vos décimales et de garder autant de décimales que possible. Donc, faites 2 divisé par 3, vous devrez avoir 0,66666. Sinon, changez le nombre de décimales de 2 à 9. Je pense que pour la BA2+, le format de base, Factory Settings, c'est 2 décimales. Elle est en train d'arrondir à la scène près, mais pour un taux d'intérêt, ça peut quand même être détrimental. Donc, continuons. Alors, une règle générale qui s'appelle la règle de 72. De temps en temps, j'ai mis ça en bonus à un examen la session passée. C'est que si tu prends 72 divisé par le taux d'intérêt, c'est une belle approximation pour te dire combien d'années un investissement va prendre pour doubler en valeur. Donc, un investissement placé à du 6%. Si je fais 72 divisé par 6, ça me donne 12 années. Donc, si je place mon argent à du 6%, mon investissement devrait doubler à l'intérieur de 12 ans. Et la réponse réelle, c'est 11,9. Et ça a l'air de fonctionner. C'est une approximation weird, mais ça a l'air de fonctionner pour quasiment n'importe quel taux d'intérêt. Donc, à du 25%, ça devrait prendre 2,88 selon notre approximation. Mais en réalité, c'est 3,11. Alors, c'est une belle approximation parce qu'on n'est pas capable de faire des logarithmes dans notre tête, mais on peut faire la règle de 72 dans notre tête. OK. Alors, un autre exemple. Calculer le montant des intérêts accumulés sur un investissement de 300 après 10 ans si le taux d'intérêt est de 8 Maintenant, quand vous voyez des questions qui sont en bleu, en salle de cours, généralement, c'est une question qu'on va répondre avec la télécommande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'enregistrement pour 5 minutes. Je vais vous laisser le temps de faire le calcul par vous-même et je vais revenir avec la réponse dans 5 minutes. Donc, alors, si vous êtes en train d'écouter à distance, posez l'enregistrement. Je vais maintenant donner la réponse. Alors, essayez de voir si vous êtes capable de le faire par vous-même. Alors, la bonne réponse, c'est A. Comment est-ce qu'on est arrivé à la réponse? Alors, souvent, il y a des étudiants qui vont tomber dans le piège et vont répondre D, 647. Comment est-ce qu'on trouve la réponse? Donc, la valeur au temps 10 de notre placement ou de notre prêt de 300 vaut 647,68. Ça, c'est le montant total du prêt à rembourser, le montant total accumulé du placement après 10 ans. De ce montant, il y a 300 de principal et il y a 347,68 d'intérêt. Donc, le tout total, on a deux composantes. Composante, le prêt initial qui était de 300 ce qu'on appelle le principal, et tous les intérêts ou les rendements crédités ou accumulés de 347,68. Donc, si j'emprunte 300 au temps 0, je rembourse 647,68 au temps 10. Si je place 300 au temps 0, je devrais avoir 647,68 dans 10 ans. OK, maintenant, jusqu'à présent, on regardait un taux d'intérêt annuel, ce qu'on appelle le taux d'intérêt annuel effectif. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que la semaine prochaine, on va regarder des hypothèques. Les hypothèques sont payées à chaque mois. Des obligations corporatives payent des coupons semestriels. Semestriel, c'est 2 fois par année, c'est à chaque 6 mois. Des dividendes sont généralement versés sur des actions à chaque 3 mois ou ce qu'on appelle trimestriel. Donc, on a besoin de savoir quel est le taux d'intérêt pour une période. Et le bouton ici, taux d'intérêt sur votre calculatrice, c'est un taux d'intérêt pour une période. Maintenant, si une période, c'est 1 an, c'est facile de comprendre. Mais si le taux d'intérêt c'est annuel, mais tu as des paiements mensuels, on doit être capable de le convertir. Et n'oubliez pas, on ne peut pas tout simplement faire taux d'intérêt divisé par 12. Maintenant, je vais avoir beaucoup de misère aujourd'hui à l'expliquer à des comptables, des futurs comptables agréés. Je veux maintenant que vous pensez à vos grands-parents qui ont acheté une maison. Ils ont été à la banque, puis le taux d'intérêt est de 12 par année. Et tu as grand-papa et grand-maman qui ont dit, alors 12 par année, si on a des paiements mensuels, ça veut dire qu'on paye 1 par mois. Et tu as le banquier qui a le goût qui est vraiment frustré parce qu'il ne sait pas comment l'expliquer à tes grands-parents. Parce que on aurait tendance à penser que l'intérêt, c'est simple. Alors, on prend 12 par année, divisé par 12, c'est 1 par mois. Mais les intérêts sont crédités sur les intérêts précédents.
et donc, on ne pouvait pas le faire. Donc, qu'est-ce que les banquiers ont fait? Ils ont créé justement ce taux d'intérêt-là. Tu prends le taux d'intérêt, tu le divises par 12 et ça, c'est le taux d'intérêt par mois. Alors, le taux d'intérêt affiché à la banque, c'était un taux d'intérêt nominal. Si jamais vous rentrez dans une banque puis il y a un mur avec tous les taux d'intérêt, sachez qu'il y a juste un taux d'intérêt effectif, mais tous les taux d'intérêt qui sont affichés, c'est justement des taux d'intérêt, ce qu'on appelle nominal. Le taux d'intérêt, le taux directeur, on le connaît, il est fixe. Ça, c'est un taux effectif annuel. Mais on a converti les taux pour être capable de mieux l'expliquer en donnant des hypothèques. Parce que la plupart des gens ne comprenaient pas c'était quoi un taux effectif et des intérêts composés. Donc, si je dis I2, ça c'est pour des obligations corporatives qui payent des coupons aux 6 mois. Donc, j'ai des intérêts qui vont être capitalisés, qui vont être payés 2 fois par année. Ça, c'est un taux affiché, ce n'est pas le vrai taux d'intérêt. I4, c'est un taux affiché. C'est tout simplement, on prend ce taux d'intérêt-là pour diviser et on le divise par 4 pour savoir c'est quoi le taux d'intérêt pour une période de 3 mois. Alors, les dividendes sont payés 4 fois par année. C'est un taux d'intérêt trimestriel. Alors, si je dis taux nominal capitalisé 4 fois par année, taux d'intérêt payé aux 3 mois, c'est pas le vrai taux d'intérêt effectif, c'est un taux affiché, ce qu'on appelle le taux nominal. I12, ça serait tout simplement le taux d'intérêt affiché. Divise ce chiffre-là par 12 et ça te donne le taux d'intérêt par mois, parce que les intérêts sont crédités à chaque mois. Et de temps en temps, à un examen, tu peux avoir le taux olympique. Une fois par 4 ans, on crédite des intérêts, ce qu'on appelle le taux olympique. De temps en temps, il y a une question dans un ancien examen, je pense que j'ai demandé 1 ou 2 fois par le passé. Donc, le taux périodique, c'est le taux d'intérêt réel pour la période. On ne peut pas prendre le taux effectif et le diviser par le nombre de périodes pendant l'année. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là parce que ce n'est pas des intérêts simples, c'est des intérêts composés. Donc, si moi je te dis que le taux d'intérêt affiché, capitalisé 2 fois par année, est égal à 10 on prend ce chiffre et on le divise par 2 pour savoir quel est le taux d'intérêt qui est crédité à chaque 6 mois. Donc, si je dis que I2 est égal à 10 c'est équivalent à dire qu'on crédite du 5 pour chaque période de 6 mois. Donc, N, c'est le nombre de périodes. Une période peut être 6 mois. Ça peut être 1 an, ça peut être 1 mois, ça peut être un trimestre. Le taux d'intérêt ici, c'est le taux d'intérêt par période et le taux d'intérêt périodique, on le dénote IM sur M. Le taux affiché M fois par année divisé par le nombre de périodes pendant l'année. Donc, si je vous dis I2 est égal à 10 ça veut dire que je crédite 5 par semestre. Si je vous dis que I4 est égal à 10 ça veut dire qu'à chaque 3 mois, je crédite 2,5 et ce n'est pas le même taux d'intérêt. Alors, ça va être un taux d'intérêt différent. Encore une fois, la valeur accumulée après T années, c'est la valeur au temps T est égal à 0 fois 1 plus I à la T. Maintenant, I, ça va être le nombre, ça va être le taux d'intérêt pour une période et T, ça va être le nombre d'années fois le nombre de périodes par année. Alors, si je veux savoir quel est le montant accumulé après 10 ans, et le taux d'intérêt est crédité aux 6 mois, mais je vais tout simplement prendre le taux périodique pour une période de 6 mois à la puissance 20. Alors, j'ai 2 périodes pendant l'année, j'ai 10 ans, alors je vais créditer au taux d'intérêt périodique, le 5 pendant 20 périodes. Et la même formule, c'est la même formule que tantôt, sauf que le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt par période. Si le taux d'intérêt, c'est le taux annuel effectif, c'est la formule de tantôt. Regardons avec un exemple. Une banque offre un taux d'intérêt nominal. Dès que vous voyez nominal, ce n'est pas le vrai taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt affiché de 12 sur un prêt de 1 000 $. Quelle est la valeur à rembourser après 5 ans si les intérêts sont capitalisés semestriellement? Alors, je vous dis que le taux d'intérêt est de 12 ce n'est pas le taux d'intérêt effectif, je vous dis qu'il est nominal. Ce n'est pas le vrai taux directeur. Alors, le taux d'intérêt nominal. Si le taux d'intérêt est capitalisé semestriellement, ça veut dire qu'on crédite des intérêts aux 6 mois ou bedon 2 fois par année. Si le taux d'intérêt nominal est trimestriel, ça veut dire que je crédite des intérêts aux 3 mois 4 fois par année.
I4 est égal à 12 Et si je crédite des intérêts mensuellement, le taux d'intérêt, une période, c'est un mois. J'ai 12 périodes pendant l'année. I12 est égal à 12 Les trois taux d'intérêt sont différents, vont donner un taux d'intérêt réel différent. Donc, si j'ai un taux d'intérêt, si le taux d'intérêt est semestriel, ça veut dire que j'ai deux périodes dans une année. 12 c'est égal à I2. Ça veut dire que je crédite du 6 par période de 6 mois. Alors, c'est ça qui va être la grosse chose à apprendre au cours 1, parce qu'au cours 2, on va devoir savoir convertir effectif à périodique à nominal et vice-versa, nominal à périodique à effectif. On va devoir faire cette conversion-là et c'est pris pour acquis pour le prochain cours. Donc, si le taux d'intérêt est crédité semestriellement sur un prêt de 1000 $, après 5 ans, j'ai 10 périodes où est-ce que je crédite du 6 5 années, 2 périodes par année. Et donc, la valeur à rembourser après 5 ans, ben, c'est le 1000 $ initial crédité à du 6 par période pendant 10 périodes. Alors ici, une période, c'est 6 mois. J'ai 10 périodes de 6 mois dans 5 ans. Donc, je place à du 6 par période pendant 10 périodes. Je dois rembourser 1790 et 85 dans 5 ans. Si par contre, le taux d'intérêt est crédité trimestriellement, ça veut dire que je crédite des intérêts 4 fois par année, aux 3 mois, 4 périodes dans une année. I4, 12 c'est égal à I4. Ben, c'est équivalent à créditer du 3 par période de 3 mois. 1000 $ va faire du 3 dans 3 mois, et ainsi de suite. Donc, au temps zéro, j'ai 1000 $. Dans 5 ans, j'ai 20 périodes de 20 trimestres à du 3 par période. Donc, le montant à rembourser, c'est 1000 $ placé à du 3 par période pendant 20 périodes. Encore une fois, toujours au temps 5. Et maintenant, on a une réponse qui est différente. Et c'est logique. Ce n'est pas des taux d'intérêt équivalents. I2 et I4, c'est deux taux d'intérêt différents. Les deux valent 12 mais c'est deux taux d'intérêt complètement différents. Et donc, après 5 ans ou 20 trimestres, je dois rembourser 1806 et 11. Si le taux d'intérêt est mensuel, le 12 ben, je crédite des intérêts à chaque mois, donc 12 périodes par année. Donc, I12 est égal à 12. C'est équivalent à créditer du 1 par mois. Et donc, si j'ai 1000 $ empruntés au temps zéro, j'ai 1000 $ qui est emprunté pendant 5 ans ou 60 mois et chaque mois, je crédite du 1 Donc, dans 5 ans, mon 1000 $ il est placé à du 1 pendant 60 périodes. Donc, 1000 fois 1 plus I à la N. I est égal à 1 N est égal à 60. Et donc, je vais devoir rembourser 1816 et 70 dans 5 ans, ou ben donc 60 mois. Alors, si le taux d'intérêt, c'était le taux olympique, ça veut dire qu'on crédite des intérêts une fois par 4 années, bien 12 ce serait égal à I à la 1 quart. Et donc, ça veut dire que 12 divisé par 1 quart, c'est égal à 48 À chaque 4 ans, on crédite du 48 D'accord. Merci. OK, alors, le vrai taux d'intérêt, c'est le taux effectif. Alors, qu'est-ce qui est important au cours 1 de savoir, c'est que le taux nominal, c'est juste un taux qui a été affiché à la banque parce que c'était difficile d'expliquer à des gens. Moi, j'ai de la misère à l'expliquer à des étudiants à l'université. Imaginez que vos grands-parents rentrent à la banque pour faire un prêt. Taux d'intérêt de 12 effectif par année, eux sont en train de dire c'est du 1 par mois. Alors, ils ont créé le taux affiché justement parce que c'était tellement difficile l'expliquer. Mais le taux effectif, c'est le vrai taux d'intérêt. Si j'ai 1 $ qui est placé au début de l'année, à la fin de l'année, je devrais avoir 1 $ plus I. Et ce I, c'est le taux effectif. Donc, une formule qui est dans votre feuille de formule, la formule suivante, celle-ci, honnêtement, c'est probablement une des formules que vous allez apprendre par cœur, mais 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus le taux par période à l'exposant nombre de périodes pendant l'année. Alors, on va faire avec des exemples. Donc, si j'ai $, supposons que j'ai 1000 $ placés à du 12 à du 10
À la fin de l'année, je devrais avoir 1 000 plus 10 je devrais avoir 1 100 Ça, c'est un taux effectif. Mais si, par contre, j'ai 1 000 qui est placé à du 10 nominal capitalisé 4 fois par année, en réalité, j'ai 1 000 qui est placé à du 2,5 pendant 4 périodes. Donc, ça va être 1000 fois 1,025 à la puissance 4 est équivalent à 1 000 placés au taux effectif. Un exemple va aider. Quel est le taux d'intérêt effectif sur 1 000 placé à du 10 capitalisé aux 6 mois? Donc, notre 10 quand vous voyez capitalisé, convertible, nominal, c'est un taux affiché. À moins que si je dis que le taux d'intérêt est placé à du 10 ça, c'est effectif. Mais si je dis capitalisé, convertible, crédité 2 fois par année, crédité aux 6 mois, c'est un taux nominal. Donc ici, j'ai 2 périodes de 6 mois pendant l'année. I2 est égal à 10 Donc, je crédite des intérêts du 5 par période de 6 mois. Donc, 1 000 dans 6 mois va valoir 1 050 et 1 050 va être crédité à du 5 pendant une deuxième période de 6 mois. Quel serait le taux d'intérêt effectif équivalent à la fin de l'année? Donc, la valeur de mon placement à la fin de l'année, j'ai 1 000 qui est crédité à du 5 pendant 2 périodes. 5 1000 va devenir 1050 après 6 mois et 1050 va devenir 1102,50 à la fin du deuxième semestre. Donc, j'ai 1000 placés au début de l'année qui vaut 1102,50 à la fin de l'année. Ça veut dire que j'ai 1 000 de mon placement plus 102,50 sous de placement supplémentaire. Donc, une autre façon de le faire, c'est que vous mettez 1 000 dans present value, vous mettez n est égal à 2 périodes, taux d'intérêt de 5 par période, compute future value, peut-être que c'est un négatif, mais ça va vous donner 1102,50. Donc, de ce 1102,50, j'ai 1 000 de principal, le prêt initial, et j'ai 102,50 d'intérêt. Et donc, quel serait le taux d'intérêt effectif? Sur un placement de 1 000 je fais 102,50 sous en intérêt, qui me donne 10,25 Alors, le taux effectif, 10 nominal crédité 2 fois par année, est équivalent à 10,25 effectif. Vous pouvez le faire de cette façon-ci. Une autre façon de le faire, vous pouvez plugger ici dans la formule le taux pour calculer le taux effectif. Alors, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus 5 alors 1,05 au carré, qui va vous donner 1,1025. C'est égal à 1 plus le taux effectif. Vous soustrayez 1 et ça va vous donner le 10,25 Donc, un autre exemple du taux effectif. J'ai un prêt de 10 000 sur 5 ans à 21 composé mensuellement. Dès que vous voyez le mot composé, crédité, capitalisé, c'est un taux nominal, composé mensuellement. Donc, on crédite des intérêts à chaque mois. Question A, quel est le taux nominal? C'est 21 Alors, dès que vous voyez crédité, composé, payable N fois par année, c'est un taux nominal. Donc, le taux nominal, c'est 21 I12 est égal à 21 Quel est le taux périodique? On prend le taux nominal et on divise par le nombre de périodes. Donc, ce serait 21 sur 12. Quel est le taux effectif? Alors, on plug la formule. 1 plus I effectif est égal à 1 plus I périodique à la puissance M. Et quel est le montant à rembourser? On peut le faire de deux façons. On va le faire de deux façons, soit avec l'effectif, soit avec le périodique. Donc, le taux nominal, c'est I12. Dès que vous voyez taux d'intérêt composé 12 fois par année ou composé mensuellement, là, c'est un taux nominal. I12 est égal à 21 Le taux périodique, c'est le taux nominal divisé par le nombre de périodes. Le taux nominal, c'est le taux qui est affiché. Donc, je prends 21 divisé par 12. C'est équivalent à créditer 1,75 par mois. On appelle ça le taux périodique. Alors, si je reviens à la formule ici, ça, c'est le taux. Alors, le numérateur, c'est le taux nominal. Le numérateur, c'est le taux nominal. Et IM sur M, c'est le taux périodique.
Alors, le taux d'intérêt par période, c'est IM sur M. Quel est le taux effectif? Alors, j'ai juste besoin de plugger dans la formule 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus le taux périodique à la puissance nombre de périodes pendant une année. Donc, 1 plus 1,75% à la puissance 12, c'est égal à 1 plus le taux effectif. Et donc, ça me donne un taux effectif de 23,14. 21% nominal vaut 23,14 effectif. Et le taux effectif, c'est le vrai taux d'intérêt. Le 21%, c'est un taux qui a été créé pour mieux l'expliquer aux gens qui ne comprenaient pas l'intérêt composé, qui est quasiment 99% de la population. Donc, si j'ai emprunté au début 10 000 combien est-ce que je dois rembourser après 5 ans? Mais il y a deux façons que je peux le faire. Soit que je rembourse 10 000 pendant 60 mois à 1,75 ou bedon, je rembourse 10 000 à 23,14 pendant 5 ans. Les deux vont donner exactement la même réponse. Donc, 10 000 je le rembourse à du 23,14 pendant 5 ans. 10 000 fois 1 plus I à la puissance N. Ou bedon, je le rembourse 10 000 à 1 plus I, qui est 1,75 à la puissance 60, parce que 1,75, c'est le taux d'intérêt par mois, et j'ai 60 mois dans 5 ans. Et les deux réponses vont me donner 28 318 et 16 à rembourser dans 5 ans. Alors, ça, c'est une question qui est très bonne. Pour le prochain cours, vous devez savoir convertir nominal à périodique à effectif et de effectif à périodique à nominal. Donc, un autre exemple. Quel est le taux nominal capitalisé mensuellement, donc I12, équivalent à un taux effectif de 10 Ici, il va y avoir peut-être une petite astuce que je vais devoir vous montrer. Encore une fois, ça revient à la formule de base, cette formule ici. Sauf que ici, je vous donne le taux effectif et je vous demande de calculer quel est le taux nominal. Alors, je vous donne effectif et j'ai besoin de savoir quel est le taux d'intérêt qui est mensuel. Je veux I12. Donc, 1 plus effectif est égal à 1 plus IM sur M à la M. Vous allez faire tellement souvent, en passant, pour l'examen intra, il y a 12 questions. Et il y a 6 de ces 12 questions-là que vous allez devoir convertir en taux d'intérêt. C'est garanti, au moins 6, sinon plus. C'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est de calculer un solde. Donc, quel est le taux nominal capitalisé mensuellement I12 si effectif est égal à 10 Donc, 1 plus 10 c'est 1,1 est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Maintenant, on a besoin, vous pouvez passer par les logarithmes, mais je le sais que vous n'avez pas les logarithmes. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite? Vous allez tellement le faire souvent, ce calcul-là. Sachez que pour enlever le 12 qui est ici, il faut mettre à la puissance 1/12 à gauche et 1/12 à la droite pour enlever le I12 sur 12. Et 1/12, sachez que c'est égal à 0,0833333333. Vous allez tellement le faire souvent, peut-être tout simplement mémoriser ça. Donc, avec votre calculatrice, faites 1,1 exposant 0,08333333 et ça devrait vous donner 1,00797. Essayez de voir si vous êtes capable de le faire. Alors, 1,1 à l'exposant 0,08333333. Il y a certaines calculatrices qui ont une fonction imbriquée, mais honnêtement, vous allez tellement le faire souvent. Peut-être de savoir comment le faire manuellement. Comme ça, vous n'êtes pas en train de tout simplement plugger des chiffres. Et donc, ça vous donne I12 sur 12. Je vous demande quel est le taux nominal. Je veux savoir c'est quoi I12. Donc, le 1,00797, on va soustraire 1 égale, et le tout, on va le multiplier par 12, et ça va nous donner notre taux d'intérêt. Ça va nous donner notre taux d'intérêt qui est égal à 9,5689684 ou bedon 9,57 Pour une réponse finale, arrondissez à la deuxième décimale, mais si c'est une étape intermédiaire, gardez toutes les décimales, pluguez ça dans une clé mémoire. Donc, 10 effectif est égal à 9,57 nominal convertible 12 fois par année.
Donc, au cours 2, au prochain cours, on va faire une hypothèque. Le taux d'intérêt par année est de 5 pour... T'empruntes à du 5 par an. Ça, c'est effectif, mais tes paiements sont mensuels. Donc, je dois être capable de convertir mensuel, effectif à mensuel. Donc, je vais devoir passer par cette formule qui est ici. Alors, au prochain cours, on va prendre le 10 et on va vous demander c'est quoi I12 sur 12, qui est égal à 9,57 divisé par 12. Autre exemple, quel est le taux d'intérêt nominal capitalisé mensuellement, donc I12, équivalent à un taux nominal de 9 capitalisé semestriellement, I2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si on revient à la formule, on pourrait prendre le taux d'intérêt semestriel et de le convertir à effectif, et par la suite, je prendrais effectif et je le convertirais à mensuel. Ou ben donc, je peux tout simplement éviter l'effectif tout simplement et prendre 1 plus I2 sur 2 à la 2 est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Mais quand vous commencez, peut-être prendre ça étape par étape et vous allez voir, vous allez faire ces calculs assez souvent qu'éventuellement, vous allez passer rapidement à la réponse finale. Donc, 1 plus I2 sur 2. I2, c'est ce qui est donné. Alors, 1 plus I2 sur 2 au carré, c'est égal à 1 plus le taux effectif. Alors, peut-être vous pouvez commencer par calculer le taux effectif, mais ce n'est pas nécessaire parce que 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus le taux périodique mensuel à la puissance 12. Donc, je peux aller directement à la réponse, je n'ai pas besoin de passer par l'effectif. Donc, 1 plus 9 divisé par 2 au carré, c'est égal à 1 plus I12 sur 12 au carré. Alors, 1,045 au carré, alors, dans la calculatrice, l'étape de gauche, 1,045 au carré est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Alors, pour enlever l'exposant 12, vous mettez à l'exposant 1 douzième qui est 0,08333333. À l'exposant 0,08333333, ça devrait vous donner 1,007363123. Et ça, c'est égal à 1 plus I12 sur 12. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quel est le taux nominal? Alors, on veut I12. Donc, on soustrait 1 et on multiplie par 12. Et ça va nous donner 8,84 %. Donc, pour la moitié de vos questions d'examen, vous allez devoir convertir un taux d'intérêt. Donc, vous allez souvent avoir le 12 qui est pogné là. Exposant un douzième, c'est exposant 0,083333. Vous allez le faire relativement souvent, au moins une ou deux fois par examen, c'est certain. Donc, alors, I2 est égal à 9 I12 est égal à 8,8357 %. Ce n'est pas des taux d'intérêt qui sont équivalents. Alors, tantôt, on avait, on avait 10 semestriel, trimestriel et mensuel. Ce n'était pas les mêmes taux d'intérêt. Donc, 9 semestriel, c'est égal à 8,84 mensuel. Les deux, c'est des taux nominaux. Je n'ai pas besoin de calculer le taux effectif, mais si vous voulez le calculer, c'est 9,2025. On y arrive. Prochaine question. Si le taux nominal annuel composé trimestriellement, alors vous entendez composé trimestriellement, sachez que c'est un taux nominal, ce n'est pas le vrai taux d'intérêt. Alors, trimestriel, ça veut dire aux 3 mois, donc 4 fois par année. Il y a 4 périodes pendant l'année. Donc, I4 est égal à 12 %. Quel est le taux d'intérêt annuel composé mensuellement? Je vous demande, c'est quoi I12? Donc, I4 est égal à 12. I12 est égal à quoi? Je pense que c'est une question bleue. OK, donc, je vais mettre sur pause. Donc, je repars l'enregistrement. La bonne réponse, elle est égale à B. Alors ici, c'est tout simplement une question de plugger une formule. Donc, 1 plus le taux périodique trimestriel, alors 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4 est égal à 1 plus le taux effectif, et 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Donc ici, trimestriellement, ça veut dire aux 3 mois, il y a 4 périodes de 3 mois dans une année, donc I4 est égal à 12 %. Donc 1 plus I4, 12 % divisé par 4, alors 1,03 à la 4 est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12.
Donc, on fait 1.03 à la 4. À la 4 est égal à 1.1255. Pour enlever le 12, encore une fois, à gauche et à droite, on met à l'exposant un douzième. Donc, exposant 0.08333333. Et ça, c'est égal à 1 plus I12 sur 12, qui est égal à 1.0099. Moins 1 égale fois 12, et ça nous donne 11,88. I12 est égal à 11,88. 19608. Donc, pour le cours 2, vous devez être en mesure de faire cette conversion. C'est pris comme acquis. Sinon, vous allez être complètement perdu au prochain cours. Maintenant, la question qu'on avait au début du cours. Vous empruntez 400 000 $ pour acheter une maison au taux d'intérêt de 6 % par année. Ça, c'est effectif. Si je dis 6 % par an, c'est effectif. Alors, si je dis crédité ou convertible ou capitalisé N fois par année ou aussi N mois, ça, c'est un taux nominal. Mais si je vous dis 6 % par année, effectif. Les paiements sont faits à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Donc, 300 mois. Le prêt, c'est 400 000. La première question, celle qu'on est capable de faire cette semaine, c'est quel est le taux d'intérêt mensuel, le taux d'intérêt périodique mensuel. Effectif est égal à 6 %. Quel est le taux périodique mensuel? Donc, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Et le taux d'intérêt mensuel, pas nominal, taux d'intérêt périodique mensuel qu'on va créditer pour chaque mois, c'est I12 sur 12. Donc, 1 plus le taux effectif, c'est 1,06, est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Donc, 1,06 à l'exposant à gauche et à droite, 1 douzième. Ben, 1,06 à la 1 douzième va faire enlever le 12 en exposant de l'autre côté. On va soustraire 1. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est I12 sur 12, qui est notre taux d'intérêt périodique. Qu'est-ce qui nous concerne? Donc, 1,06 à la puissance 1 douzième moins 1 est égal à 0,4868. Maintenant, quand vous rentrez quelque chose dans votre calculatrice, le bouton qui est ici, vous allez mettre 0,4868 qui est exprimé sous forme de pourcentage. Mais si vous faites le calcul à la main, vous allez faire 1 plus i. N'oubliez pas que ici, c'est exprimé en format de pourcentage. En décimal, c'est 0,004868. Donc, si vous faites le calcul à la main, c'est 1 plus i à la t, c'est 1,004868 à la t. Souvent, je vais avoir des étudiants qui vont me donner des taux d'intérêt de 48 % par période. Et c'est ça, c'est une erreur de compréhension. OK, donc, les exercices qui sont faisables maintenant. Alors, je vais ouvrir le recueil pour vous montrer c'est quoi au juste. Donc, à votre disposition, je vous ai offert un gros recueil de tous mes anciens examens. Et vu que je donne le cours depuis 2013, le recueil, je l'ai mis à jour à chaque session. Je suis pas mal satisfait de la version actuelle. Alors, si vous regardez la table des matières, ce que j'ai fait, c'est que je vous dis quelle section vous pouvez faire toutes les questions. Alors, tous les anciens intras à toutes les questions que vous pouvez faire après le cours 1, comme si je prends hiver 2020, la question 1, vous pouvez la faire après le cours 1. C'est la diapo que vous avez actuellement ici. Mais je veux dire, je mets tout le temps à jour le recueil d'une session à l'autre. Et aussi dans ce recueil, qu'est-ce que je vous donne, c'est que pour les 6 premiers cours, je vous donne des exercices qui sont déjà solutionnés. Un sample d'exercices pour vous commencer à faire des exercices. Au minimum, je vous dirais de faire ces questions-là. Au maximum, surtout au cours 3, il va y avoir beaucoup de questions. Au maximum, faites toutes les questions. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il y a tellement de questions et éventuellement, il va y avoir des questions qui vont se répéter. Je recommande tout le temps, faites autant d'exercices jusqu'à ce que vous compreniez et vous êtes confortable. Pas besoin de toutes les faire parce que j'ai un recueil le recueil qui est sur Moodle, il y a 196 pages et vous allez voir que je veux dire 196 pages, moi je vois directement la formule. Alors, c'est des réponses short and sweet. Tout ce qui est en rouge, c'était une question d'examen que les étudiants devaient remplir. Alors, vous avez tous mes anciens examens qui remontent depuis que je donne le cours en 2013. Il y a la feuille de formule. Et je vais parler de la section astuces à un cours suivant, mais il y a des questions qui reviennent à chacune de mes questions. Il y a des genres de questions qui reviennent à chacun de mes examens. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anciens examens pour vous préparer. Pas besoin de toutes les faire, mais je vous recommande tout le temps d'en faire autant que possible. Et finalement, la dernière diapo, vous tout le temps voir j'ai été voir sur YouTube toute la matière qu'on a vue pendant le cours. Si j'ai trouvé un lien pertinent sur YouTube, une petite capsule vidéo externe. Mais si vous comprenez, pas de problème. Mais si vous avez encore un peu de misère, pour chacun, pour chacun des thèmes, j'ai trouvé une capsule en ligne qui pourrait peut-être vous aider. Mais encore une fois, ça, c'est optionnel. Alors, ceci termine la partie cours.